Nous roulons dans la ville sans dire un mot. Nous traversons Everson Creek et tournons pour pénétrer dans une zone aménagée pour le pique-nique, à quelques mètres de l'eau. La rivière passe sous le pont et aboutit à un vaste étang quelques centaines de mètres plus loin. 10 ou 12 adultes et gamins éparpillés sur les rives de l'étang, sous les saules, sont en train de pêcher. Il y a toute cette eau si près de chez nous. Quel besoin avait-il de faire des kilomètres pour aller pêcher ? Quel besoin aviez-vous d'aller justement là-bas ? À la nage ? C'est toujours là-bas que nous allons, chaque année, au moins une fois. Comment j'aurais pu savoir qu'il s'était passé une chose pareille ? Il secoue la tête et hausse les épaules, comme si tout ça était arrivé voilà des années ou alors à quelqu'un d'autre. Profite de l'après-midi, Claire. Regarde le beau temps qu'il fait. Je regarde la rivière. Je dérive vers l'étang, les yeux ouverts, à plat ventre, regardant les pierres et la mousse au fond de la rivière, et je suis transportée jusqu'au lac, poussée par le vent. Rien ne changera. Nous continuerons encore et toujours, sans fin. Nous continuerons comme si de rien n'était. Il faut qu'ils vendent la voiture en catastrophe. Et Léo a demandé à Tony de s'en occuper. Tony, c'est une fine mouche. Elle a un sacré caractère. Avant, elle faisait du porte-à-porte avec des encyclopédies pour enfants. Ding dong! Hey. Hey! Elle était arrivée à lui en placer une, et pourtant il n'avait pas d'enfant. Là-dessus, Léo lui avait proposé de sortir avec lui, et cette sortie les avait menés là. Il fallait qu'ils vendent la voiture au comptant, et dès ce soir. Ernest Williams les observe depuis l'autre côté de la rue. Sa bedaine pend au-dessus de son Bermuda et il observe Tony et Léo du coin de l'œil, tout en arrosant ses bégonias. Un soir de l'hiver précédent, alors que Tony et les enfants étaient partis passer les fêtes chez sa mère, Léo avait ramené une femme à la maison. En arrivant sur le trottoir, il s'était trouvé nez à nez avec Ernest Williams qui rentrait chez lui, un journal à la main. Debout au milieu du brouillard qui flottait lentement autour de lui, Ernest Williams l'avait regardé d'un air interdit. Puis il s'était frappé la cuisse de son journal, vigoureusement. Ernest Williams dirige son jet d'eau vers eux. Il les fixe à travers la fine nuée de gouttelettes. Léo se sent pris d'une envie subite de tout avouer. Ernest Williams leur jette un regard, tourne la tête et crache par terre. Tony monte dans la voiture et elle allume une cigarette. Elle passe en première, redémarre, accélère, et les pneus émettent une espèce de geignement. Ce matin-là, elle me verse du scotch, du Teachers sur le ventre, et le lèche. L'après-midi, elle essaye de se jeter par la fenêtre. Je ne peux plus supporter tout ça et je le lui dis. Je fais au lit. Ça ne peut pas durer, c'est de la folie, il faut que ça s'arrête. Elle fait. Dwayne, c'est tuant. Elle s'est levée d'un bond en menaçant de se jeter par la fenêtre en sous-vêtements. J'ai dû la saisir à bras-le-corps. On n'était qu'au premier, mais n'empêche. Cette fois, elle me laisse prendre sa main. Je me mets à genoux sur la moquette et je pose ses doigts contre ma tempe. Je l'aime. Bon Dieu, oui, je l'aime. Mais au même instant, je pense aussi à Juanita,
et à ses doigts à elle me massant la nuque cette fois-là. C'est affreux. Je ne sais pas ce qui va se passer. Je fais « Holly, ma chérie, je t'aime. » Mais je ne sais pas quoi dire d'autre ou quoi proposer d'autre vu les circonstances. Elle fait aller et venir ses doigts sur mon front, comme une aveugle à qui on demanderait de décrire mon visage. Entrer, sortir, ne pas s'attarder, d'après 3 nouvelles de Raymond Carver. Musique, Thomas Chigné et Quentin Martineau. Jeu, Lisa Blanchard et Owen Crovella. Mise en scène, Julie Guichard. Scénographie, Camille Alain Dulondel. Costume, Augustin Roland. Création lumière, Arthur Guédan. Création sonore, Oran Duclos. Un spectacle de la compagnie Le Grand Nulle Part. Réalisation et mixage, Thomas Chigné.